Nous sommes le 1er décembre 1948, dans le sud de l'Australie, non loin d'Adélaïde. Les lueurs du petit jour se lèvent sur la plage de Somerton. La tranquillité habituelle des lieux, le charme des plages et le soleil naissant ne pouvaient rien laisser présager de l'affaire dont je vais vous parler. Vers 6h30 du matin, la police est contactée car un homme sur la plage n'a pas bougé depuis la veille au soir. Reposant sur le dos, sa tête appuyée sur un muret, les jambes allongées et les pieds croisés, celui-ci a l'air assoupi, une cigarette neuve coincée dans le col. Pourtant, cet homme, bientôt surnommé l'homme de Somerton, est bel et bien mort. Depuis quand est-il mort ? De quoi est-il mort? Quelle est son identité? Pourquoi repose-t-il là? Autant de questions auxquelles la police tentera de répondre sans réel succès depuis 70 ans maintenant. Retraçons ensemble les indices obtenus jusqu'à présent dans l'affaire appelée Tamam Shud. Accrochez-vous, car tout n'est que mystère. Premièrement, quand est mort l'homme de Somerton? Rappelez-vous, l'inconnu a été retrouvé au petit matin du 1er décembre, car des personnes qui l'avaient vu la veille s'étonnaient qu'il n'ait toujours pas bougé. En effet, des témoins affirment l'avoir aperçu durant la soirée du 30 novembre à l'endroit exact où le corps a été retrouvé. Un couple le voit étendre violemment son bras droit et le laisser retomber vers 19h. Plus tard, entre 19h30 et 20h, toujours au même endroit, alors que la nuit tombe et que les lampadaires sont allumés, un autre couple s'étonne de ne pas le voir réagir aux attaques de moustiques, pourtant très virulents dans cette région. Ils en déduisent que l'homme est ivre et ne vont pas le voir. Qu'en dit l'autopsie ? La première autopsie avance une heure de décès le 1er décembre aux alentours de 2h du matin. C'est le premier mystère. Les témoins n'ont jamais pu voir le visage de face de l'inconnu, mais seulement sa silhouette de loin. Ont-ils réellement vu le décédé ou une autre personne? Comment expliquer que s'il ne bougeait déjà plus vers 20h le 30 novembre, sa mort ne soit survenue que 6 heures après? Deuxièmement, de quoi est-il mort? Plusieurs autopsies vont être menées pour cette affaire hors norme. La première révèle que l'homme est en pleine santé et de bonne constitution. Son dernier repas fut une pâtisserie mangée 3 à 4 heures avant son décès, soit vers 22-23 heures. Le pathologiste conclut que la mort n'est sûrement pas naturelle, mais due à un poison, bien que la pâtisserie n'en contienne pas. Cependant, il ne parvient pas à établir une cause formelle. 6 mois plus tard, le même pathologiste réexamine le corps et déclare cette fois que la cause de la mort par empoisonnement est la plus probable et que celle-ci n'est pas accidentelle. Autre mystère. Si des personnes l'ont vu inerte vers 20h la veille de sa mort, comment a-t-il pu manger une pâtisserie entre 22 et 23 heures? Si la cause de la mort est réellement l'empoisonnement, comment dire si l'inconnu l'a ingéré de force ou par lui-même? Se serait-il suicidé? Les témoins de 19h ont-ils vu ces derniers spasmes? Troisième question, et non la moindre, mais quelle est l'identité du mort? Que savons-nous de lui? C'est un homme robuste, grand, élégant, rasé de frais au moment de son trépas. L'autopsie nous apprendra qu'il a des pieds de danseur de ballet ou de coureur de longue distance. Ses mollets, comme sa constitution physique, c'est-à-dire larges épaules, torse et une taille étroite, seraient aussi ceux d'un danseur classique. Tout son corps est rasé. Ses mains sont soignées et dénotent un travail qui n'est pas manuel.
Il a entre 40 et 45 ans, des traits britanniques, une chevelure légèrement rousse, blanchissante aux tempes et des yeux noisettes. Bien habillé, en pull et pantalon marron, une veste à la mode de l'époque marron et grise, il porte une cravate rouge et bleue. Aucune trace de portefeuille ou de chapeau, ce qui est très étrange pour un gentleman de cette époque. Mais encore plus étrange, toutes les marques de ses vêtements ont été enlevées. En fouillant ses poches, les policiers découvrent un ticket de train pour le 30 novembre à 10h50 du matin, inutilisé, de seconde classe, d'Adélaïde à Henley Beach, une plage située de l'autre côté de Somerton, un ticket de bus pour la ville d'Adélaïde, un petit peigne américain, des chewing-gums américains, des cigarettes anglaises et des allumettes australiennes. La police se lance alors à la recherche d'empreintes digitales ou dentaires correspondant dans le pays, mais fait chou blanc. Cependant, grâce à un troisième enquêteur, plus tard, beaucoup plus tard, pendant les années 2000, nous découvrons que l'inconnu a deux spécificités très particulières. La première, la forme de ses oreilles n'est présente chez seulement 1 à 2% de la population caucasienne. La seconde, une rare particularité génétique dentaire, là aussi présente seulement chez 2% de la population mondiale. Plus tard, le 14 janvier 1949, une équipe de la gare d'Adélaïde découvre une valise enregistrée le 30 novembre 1948 à 11h du matin. Serait celle de l'inconnu de la plage de Somerton? Va-t-on enfin découvrir le nom et l'origine de cet homme mystère? La marque de la valise a été enlevée, mais son modèle est reconnaissable et celui-ci n'est pas disponible en Australie, mais seulement aux États-Unis. À l'intérieur, une robe de chambre rouge avec ses pantoufles, des sous-vêtements, un pyjama, une cravate, un sac et des notes de pressing, un nécessaire de rasage, une paire de pantalons avec du sable dans les ourlets, un manteau n'étant vendu qu'aux États-Unis, du papier et des stylos, un tournevis d'électricien, une paire de ciseaux pointus, un grand couteau de table et une brosse de pochoir. Aucune trace de chaussettes, ce qui n'est pas banal, et pour renforcer ce sentiment, toutes les marques ont été enlevées, sauf si elle a de mystérieux T. Kien ou Ken qui ne pouvaient être enlevés sans abîmer les vêtements. Malheureusement, la police ne trouve aucun nommé T. Kien manquant dans tous les pays anglophones et une recherche mondiale faite pour les notes de pressing ne donne malheureusement rien. Enfin, qu'a-t-il fait la journée précédant sa disparition et où a-t-il été tué? La réceptionniste de l'hôtel The Strathmore, tout proche de la gare d'Adélaïde, révéla qu'un homme étrange, à l'accent anglais, ne portant qu'une petite valise, a résidé pendant quelques jours à l'hôtel avant de partir le 30 novembre 1948. Un autre témoignage viendra renforcer le témoignage de la réceptionniste, celui d'un homme qui clame avoir bu un verre avec l'inconnu de la plage dans un bar d'hôtel. Durant ce verre, l'inconnu aurait produit une carte de pension militaire portant le nom de Solomonson. La police pense, elle, qu'il serait arrivé à Adélaïde par le train de nuit de Melbourne, Sydney ou Port Augusta. Il se serait lavé à la piscine publique non loin de la gare, avant d'acheter un ticket pour Henley Beach qu'il n'utilisera pas. Il enregistre sa valise à 11h, toujours à la gare d'Adélaïde, puis va prendre un bus pour Somerton. Pourquoi? Pour se suicider? En juin 1949, lors du nouvel examen des preuves et de la dépouille, le pathologiste chargé de l'affaire apporte de nouvelles lumières confortant la thèse du meurtre. En premier lieu,
il constate que les chaussures en cuir de l'inconnu étaient particulièrement propres lors de la découverte du corps. Ce qui va à l'encontre de la version où l'inconnu aurait passé sa journée à marcher avant son suicide éventuel, mais plutôt dans le sens qu'une tierce personne ait apporté le corps sur la plage de Somerton après le décès. D'ailleurs, 10 ans plus tard, en 1959, un autre témoin affirmera à la police que lui et 3 autres personnes ont vu cette fameuse nuit du 30 novembre un gentleman porter un autre gentleman sur son épaule le long de la plage de Somerton. Enfin, comme il s'agit le plus probablement d'un empoisonnement, il y aurait dû avoir du vomi, ou sur la victime, ou au moins à côté de lui. Or, ce ne fut pas le cas. Au final, que faisait l'inconnu à Somerton? Nous arrivons au cœur du mystère de cette affaire. Toujours lors de ce nouvel examen, en 1949, un petit rouleau de papier a été trouvé, cousu, dans la poche de gousset du pantalon de la victime. Que disait ce message? Tamam Shud. Bien énigmatique, n'est-ce pas? Il signifie la fin. Et le bout de papier déchiré provient d'un livre appelé Rubaiyat of Omar Khayyam. Pourquoi avoir déchiré, puis cousu cet étrange message? Pour se donner du courage lors d'un funeste projet? Aussitôt, la police déplace des montagnes pour retrouver le livre d'où provient le bout de papier déchiré. Surprise! L'exemplaire est retrouvé. Le témoin l'ayant en sa possession, et qui ne sera jamais nommé lors de l'enquête, l'a retrouvé à l'arrière d'une voiture abandonnée vers la plage de Somerton, aux alentours de la date du 1er décembre, jour de la découverte du corps. Cependant, les versions de l'apparition de ce livre divergent. Certaines avancent que le livre a été retrouvé 1 à 2 semaines avant la découverte du corps, ce qui signifierait que l'inconnu séjournait à Adélaïde et ses environs depuis un temps. Ce livre finalement pose plus de questions qu'il n'aide les enquêteurs. Avant tout, il s'agit bien du même exemplaire qu'utilisé par l'inconnu. Les traces de déchirure qui coïncident l'attestent formellement. Il y a des inscriptions sur ce livre, et celles-ci vont demeurer indéchiffrées jusqu'à nos jours. Il y a d'abord ce qui ressemble à une liste. Cette suite de lettres a été analysée par les meilleurs cryptographes sans succès. Mais faut-il seulement chercher un sens? Puis, il y a un numéro de téléphone. Il appartient à une infirmière nommée Jessica Ellen Jo Thompson. Celle-ci vit environ à 400 mètres de la plage de Somerton. Interrogée par la police, elle nie formellement reconnaître l'inconnu de la plage. Elle ne sait pas pourquoi il a son numéro de téléphone, ni pourquoi il est venu mourir près de chez elle. Pourtant, et même sa fille avouera le croire, son attitude lors des interviews ou lors de la vue du moule du buste de l'inconnu, où elle manque de s'évanouir, laisse à penser que cette femme connaissait l'identité de l'inconnu de Somerton. Plus scientifiquement, comme nous l'avons vu précédemment, l'inconnu avait 2 caractéristiques génétiques très particulières. Ses oreilles et un rare trouble génétique dentaire. Or, le fils aîné de Jessica Thompson, Robin Thompson, a également ces 2 mêmes singularités génétiques. Il y a une chance sur 10 à 20 millions pour que ce ne soit qu'une coïncidence. Jessica a travaillé avant d'être mariée dans un hôpital militaire à Sydney durant la Seconde Guerre mondiale. Serait-ce à ce moment qu'elle a connu, hors mariage, un homme qui deviendra le père de son premier enfant? Jessica a également offert ce livre, Rubaiyat of Omar Khayyam, à un lieutenant appelé Alf Boxall, lors de son passage dans cet hôpital.
Celui-ci est retrouvé bien vivant par la police, étant toujours en possession de son exemplaire intact. Saurons-nous jamais le fin mot de cette histoire? Qui était-il? Était-il un espion? Car qui pourrait se suicider ou se faire tuer par un poison si rare que même les meilleurs toxicologues n'arrivent pas à trouver de conclusion? Le poison était-il contenu dans les cigarettes? Et cette intrigante infirmière était-elle, elle aussi, une espionne? Jessica Thompson parlait russe, mais a toujours refusé d'expliquer pourquoi à son entourage. S'ajoute à ces suppositions que la plupart des éléments comme la valise, les rapports d'autopsie, les témoignages ou même les noms des témoins ont été inexplicablement perdus avec le temps. Cela expliquerait la difficulté à nommer cet homme. Pourtant, en 2011, coup de théâtre. Une femme d'Adélaïde trouve dans les affaires de son père une carte d'identification militaire américaine au nom d'un certain H.C. Reynolds, citoyen anglais, avec une photo. Après vérification d'un célèbre anthropologiste, il s'avère que les ressemblances entre les photos de ce militaire et celles de l'inconnu sont plus que troublantes. Ils ont exactement les mêmes caractéristiques. Cependant, le voile ne sera pas encore levé. Car oui, il n'y a aucune trace militaire d'un certain H.C. Reynolds, ni aux États-Unis, ni au Royaume-Uni, ni en Australie. Eh bien, voilà. Que pensez-vous du mystère de l'homme de Somerton? Pour ma part, je reste songeuse. Il me semble qu'au vu des preuves, cet inconnu est définitivement un militaire, ça c'est quasiment sûr. Maintenant, si je me laisse emporter par le romanesque, que je peux donner mon avis, eh bien j'avancerai qu'il a peut-être été tué par le lieutenant Boxall pour débarrasser Jessica d'un ancien amant devenu encombrant. Boxall aurait cousu le bout de papier signifiant la fin dans le pantalon de la victime, sachant que ce détail serait forcément porté à la connaissance du public et, de par ce fait, à Jessica également. Mais la plupart de ces personnes sont mortes aujourd'hui et par respect pour leurs descendants, je ne m'avancerai pas plus loin dans cette hypothèse. La version qu'il fut un espion me semble bien plausible également. Je me demande toujours comment la police peut perdre des indices de la taille d'une valise. Tout dans cette affaire, tout a été perdu, ce qui semble étrange, surtout avec le retentissement médiatique. Le mystère de l'homme de Somerton touche-t-il à des secrets d'État ou à des hautes sphères? Mais nul ne le saura sans doute jamais. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cette bizarre affaire. Si vous pensez avoir une piste ou une nouvelle hypothèse, ou encore si vous connaissez un lien intéressant ou une nouvelle hypothèse, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous cette vidéo. Je débute sur YouTube et en production de vidéos. Aussi, je vous serai très reconnaissante si vous avez des suggestions ou des conseils techniques, des remarques sur ma diction ou sur le rythme de la vidéo. N'hésitez pas à me les communiquer. Négatifs ou positifs, je les écouterai afin de progresser. Enfin, si cette vidéo vous a plu, ce serait vraiment gentil à vous de me le faire savoir en cliquant sur le pouce vert. De nouvelles vidéos arriveront régulièrement, alors abonnez-vous pour vous tenir au courant. À bientôt.